Bonjour Paul. Bonjour Philippe. Ma première question, pourquoi ce livre? C'est une bonne question. Alors je vais t'expliquer. En fait, l'origine de ce livre, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire comme moi, c'est le confinement. Au début avril 2020, on était donc confinés et je regardais beaucoup la télé, en particulier les talk-shows. Et sur ces talk-shows, la façon dont on traitait la Chine m'a exaspéré. J'avais l'impression, en entendant les commentateurs, que les Chinois, c'était vraiment des barbares. Et moi qui ai vécu longtemps en Asie, ça m'a rendu fou. C'est une méconnaissance totale de cette civilisation chinoise. Et donc, en rigolant, je pensais, la façon dont ils parlent des Chinois, c'est les barbares aux yeux bridés. Et puis ce titre a eu de l'écho en moi et j'ai décidé de me dire il faut que j'écrive là-dessus, sur la montée de la Chine et sur les dangers que l'Occident perçoit, le fameux péril jaune. Et puis, à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, j'ai réfléchi et puis je me suis dit mais en fait les Occidentaux sont polarisés sur le danger chinois et ils ne voient pas qu'à leur porte il y a un danger bien plus important, c'est le danger de l'islam. Et donc c'est pour ça que j'ai changé le titre de mon livre et j'ai rajouté les barbares aux yeux bridés et les autres. Voilà la genèse du titre et la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Je voudrais juste aussi signaler que dans mon livre, j'ai commencé à l'écrire bien avant la décapitation de Samuel Paty. Et de nombreuses lignes qui sont consacrées à l'islam ont été antérieures à cette décapitation. Quelque part, j'ai été un peu visionnaire, parce que aujourd'hui, la situation en France, je pense que beaucoup de gens ont pris conscience du danger que représente l'islamisme. À l'époque, ce n'était pas si évident, et chaque fois qu'on en parlait, des gens comme Éric Zemmour, par exemple, ont été suffisamment critiqués pour faire de l'islam bashing, on dira. Donc, en même temps que je voulais parler de la montée de la Chine et du danger de l'islam, je voulais dire à quel point l'Occident s'est mis en faiblesse. C'est-à-dire que si l'Occident était resté fort comme il l'a été dans le passé, on n'aurait pas ces deux écueils. En fait, ces deux problèmes sont nés de l'affaiblissement dramatique de l'Occident depuis, on va dire, une quarantaine d'années. Et pourquoi il s'est affaibli? Eh bien, pour plusieurs raisons, de reniement des valeurs, de perte d'autorité et autres, que je décris dans mon livre, parce que je voulais faire un bilan de la situation dans nos sociétés occidentales, en Europe et surtout, bien évidemment, en France. Mais justement, qu'est-ce qui ne va pas dans notre société occidentale et particulièrement, qu'est-ce qui ne va pas dans la société française? Pour répondre à ta question, il faut déjà faire un distinguo. L'Occident, c'est quoi? C'est les États-Unis et c'est l'Europe. Les problématiques entre ces deux entités ne sont pas les mêmes. J'ai d'ailleurs fait un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé au moment du déclin de l'Empire romain. L'Empire romain avait deux têtes, Rome et Constantinople, comme aujourd'hui l'Occident a deux têtes entre Washington et Bruxelles. Et il y a des parallèles à faire parce qu'en réalité, on s'aperçoit que ces deux entités, transatlantiques ou entre Constantinople et Rome, ont vécu chacun leur vie et finalement se sont trouvés face à des contraintes et à des défis différents. Pour prendre un exemple simple, Constantinople a eu affaire avec les musulmans, mais pas beaucoup avec les barbares, alors que Rome n'a pas eu l'affaire avec les musulmans, essentiellement avec les barbares. Eh bien aujourd'hui, l'Occident, on peut dire que les États-Unis n'ont pas de problème avec la dépendance technologique et avec l'islam, alors que l'Europe a subi la double peine. Dépendance technologique à la fois des États-Unis et de la Chine, et surtout, grand danger provenant de l'islamisme. La raison pour laquelle la situation en France est plus grave, c'est que si l'Europe est le ventre mou de l'Occident, eh bien la France est le ventre mou de l'Europe. Ce qui veut dire en gros que les problématiques sont exacerbées dans notre pays. Pour ne citer que quelques problèmes auxquels nous faisons face, je
dirais des choses tout à fait banales qui vont avoir l'écho de beaucoup de gens. L'écroulement du niveau scolaire, c'est catastrophique. Le non-respect de l'autorité, que ce soit à l'école, vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'État, c'est dramatique. Cette ambiance de repentance à tout moment, il faut se battre la coule pour notre histoire, pour ce qu'on a pu faire, que ce soit au niveau de l'esclavage, au niveau du colonialisme. Comment peut-on aller de l'avant sans arrêt en se flagellant? C'est pas possible. Et puis, enfin, je dirais qu'il y a un vrai problème, c'est la faiblesse de nos institutions face à un défi qui est cette activité très forte des minorités. Ce qui conduit, in fine, à ce qu'a écrit très bien Jérôme Fouquet dans son livre, à l'archipélisation de la société. Rien ne peut mieux résumer mon ressenti que la phrase de Gérard Collomb au moment où il a quitté son poste au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Il faut tout faire pour éviter la guerre civile. Celle-ci pointe son nez et c'est un danger qu'on aurait grand tort de balayer d'un geste. Il faut tout de suite corriger le tir. Quelle légitimité as-tu pour écrire ce livre? Alors c'est une bonne question. Moi, je ne prétends pas faire œuvre d'historien. Je n'ai ni l'érudition, ni les compétences universitaires pour ce faire. Et moi, je fais une analyse de notre société avec un œil différent de ce que font nos commentateurs politiques, qui sont très souvent trop franco-français. Le fait d'avoir vécu à l'étranger m'a permis de voir la France à travers un autre prisme. Et ce prisme, quand on est à l'étranger, on voit bien que l'analyse des choses du monde est très différente de celle que font nos intellectuels parisiens, qui connaissent mieux le boulevard Saint-Germain que le monde dont ils nous parlent en ayant un avis sur tout, et surtout des avis. Outre ma formation de grande école de commerce, l'ESCP pour ne pas la nommer, j'ai deux expériences que je revendique pour me donner une certaine légitimité à écrire un tel ouvrage. La première, c'est d'avoir vécu à l'étranger comme je viens de l'expliquer. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus importante, c'est le fait que je suis un entrepreneur. J'ai effectivement créé et géré des sociétés et je fais un distinguo important entre le fait d'avoir dirigé une filiale à Hong Kong et le fait d'avoir créé une société ici en France en mettant mes sous à moi et d'ailleurs ceux un peu d'argent de mes amis qui m'ont fait confiance pour pouvoir créer quelque chose. Et ça, c'est très différent de tous ceux qui commentent mais qui n'ont jamais vraiment participé et pris des risques. Pour dire, c'est une des raisons pour laquelle je suis libéral en économie, parce que je crois avant tout à l'entreprise. C'est l'entreprise et uniquement l'entreprise qui crée des richesses. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un État qui soit favorable à l'épanouissement de l'entreprise. Et pour moi, mon credo, c'est moins d'État, mais mieux d'État. La deuxième chose, c'est ma vie à l'étranger. Alors, outre qu'elle m'a appris à relativiser toutes les vérités que je croyais intangibles. Tu connais la fameuse phrase de Pascal, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Eh bien, j'ai vu ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que ce que l'on croit en France être une vérité absolue, on se rend compte qu'en Chine ou ailleurs, tout cela n'est très que relatif. Et puis la deuxième chose que j'ai appris et qui m'a beaucoup frappé, c'est de réaliser à quel point les Français ne sont pas aimés à l'étranger. On nous reproche notre arrogance. C'est insupportable pour beaucoup de gens. Et cette arrogance, elle nous nuit beaucoup. Et je suis persuadé qu'elle nous nuit particulièrement au sein de l'Europe, parce qu'on a du mal à faire valider nos positions à cause de cette arrogance. Vas-tu t'engager pour faire connaître tes idées? Pour dire la vérité, j'ai déjà donné au niveau de l'engagement politique, puisque je m'étais présenté à la mairie de la ville dans laquelle j'habite.
j'ai pas envie de recommencer l'expérience pour deux raisons. D'abord parce que j'ai plus l'âge, j'ai plus l'énergie. Et puis je pense même que je n'ai pas la volonté de faire une nouvelle campagne. En revanche, je suis prêt à m'investir au niveau des idées, c'est-à-dire à faire connaître et à participer à l'acceptation des idées libérales, des idées européennes que je défends, mais aussi les idées de fermeté vis-à-vis des dangers qui nous menacent. Donc, on va arriver en campagne présidentielle. Le moment venu, je soutiendrai celui ou celle qui me paraît le mieux placé pour redresser le pays et incarner la France telle que je la rêve. Et en résumé, quels sont les maîtres mots de ton analyse et quel est ton message? La première chose, qui pour moi est très importante, il faut de l'ordre. Je te rappelle la phrase de Peggy qui est très intéressante. L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. Je crois profondément à ça. Mais l'ordre, il faut un ordre juste. Tu sais, un peu comme en parlait Ségolène Royal en son temps, parce que le seul ordre qui puisse vraiment s'imposer, c'est l'ordre juste. Il faut que ordre et justice soient inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. La deuxième chose, c'est que je crois vraiment qu'il faut qu'on remette le civisme à l'honneur. Je rappellerai la phrase de Kennedy, toute simple. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. On l'a un peu oublié, et aujourd'hui, chacun défend son beefsteak personnel, et tout le monde a oublié l'intérêt collectif. Troisième point, la liberté, très chère, ne va pas sans la responsabilité. Il faut rappeler tous les jours que s'il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Ça, on l'a oublié depuis trop longtemps. La liberté individuelle doit s'épanouir dans la liberté collective et non la restreindre. Quatrième point, il faut revenir aux valeurs fondamentales qui ont fait le succès de l'Occident. La science et le progrès. Mais la science doit avoir un but positif, humaniste. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Eh bien, il avait raison. Le progrès doit servir l'homme et pas seulement le profit. Le libéralisme n'est qu'un moyen pour atteindre ce but louable. Ce n'est pas une fin. Alors, ensuite, la situation est telle que si on veut redresser le pays, il va falloir faire table rase de nombreux poncifs. Nous devons revivre un nouveau 1946 ou 1958, quand les changements ont été profonds et ont permis une renaissance de la France. En 1946, après la guerre, après la catastrophe de la guerre, et en 1958, après l'impuissance de la 4e République. À l'international, nous devons faire avancer l'Union européenne vers quelque chose de différent, créer une nouvelle histoire qui fasse rêver les peuples qui la composent. Sinon, ce sera un échec lourd de conséquences. Mais avant tout, et le plus urgent, nous devons urgentement élever des barricades contre l'islamisme conquérant et se mettre en ordre de bataille pour lui faire face, le faire reculer avant de l'éradiquer. L'islam comme religion individuelle, oui. L'islam comme projet de société, non. Merci Paul, et bonne lecture à ceux qui veulent en savoir plus. Le livre est disponible sur Amazon. Merci Philippe.